Bonjour Marie-Noël et bonjour Serge. Bonjour Marie-Rose, comment tu vas? Comment allez-vous? Ça va? Très bien, et Alors, vous? je vous nomme tous les deux Hmm. co-hôtes. Wait a sec. Alors, attendez. Marie-Noël. Voilà, nommé co-hôte. Oui, je vais la nommer co-hôte. Voilà. Serge, nommé co-hôte. Oui. Voilà. Alors, attends. Voilà. Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue. Depuis alors le Cameroun, le Sénégal, la RDC, la Côte d'Ivoire, la France et j'oublie et le Tchad, je crois. Non, et le Burkina. Je pense, Fabienne, tu es déjà au Burkina. Je pense que j'ai oublié aucun pays. Et puis voilà, le Sénégal, j'ai déjà dit, je crois, et la Grande-Bretagne. Voilà. En tout Ah, cas, bonjour à tout le monde et bienvenue pour ce webinaire matinal, ce début de week-end. Donc, nous sommes avec Camille Jean. C'est son pseudo parce que par rapport à ses fonctions, elle peut pas, comment dire, s'exposer publiquement. Mais en tout cas, elle est Talent Acquisition Manager, donc responsable de l'acquisition de talents dans un grand groupe du luxe, du secteur du luxe, directeur des ressources humaines. J'ai oublié dans quel secteur, en tout cas directeur des ressources humaines dans une grande entreprise du Sénégal. Donc, ce sont deux recruteurs. C'est eux qui examinent nos CV quand on envoie. exactement. C'est eux qui reçoivent nos CV, c'est eux qui reçoivent ce Hmm. qui se passe de l'autre côté de la chaîne et ils savent voilà ce que eux ils attendent en tant que recruteurs en fait. Et c'est bien de les avoir comme ça qui nous disent les erreurs que nous on fait en tant que candidats, les trucs qu'on doit éviter parce que eux justement sont de l'autre côté du miroir et ils savent exactement ce qu'ils attendent. Parce que parfois, en tant que candidat, on pense qu'on fait tout bien et on comprend pas, on est frustré, les choses ne marchent pas, nos candidatures n'aboutissent pas, alors qu'en fait, on commet des erreurs, parfois des erreurs fatales, parfois sans même s'en rendre compte. Donc, eux qui sont recruteurs vont nous dire, donc Camille Jean, vous avez compris, c'est son nom de code. Et en France, euh, Serge, lui, travaille au Sénégal et donc on aura les deux points de vue euh, de recruteurs, voilà, en Europe, on va dire, et sur le continent africain, qui vont nous dire exactement ce qu'ils attendent de nous dans spécifiquement aujourd'hui, on va se concentrer sur l'entretien téléphonique. Alors, l'entretien téléphonique, c'est quoi? Et bien C'est justement, avant même parfois les tests d'aptitude, avant même ah, l'entretien en physique ou en visio, le recruteur va vous appeler pour prendre contact avec vous. Il a reçu votre CV, il est potentiellement intéressé et maintenant il vous appelle un peu pour discuter avec vous. Mais cette étape est cruciale parce que ça va conditionner si oui ou non vous allez continuer la route et si oui ou non vous allez arriver même à l'entretien Mhm. l'entretien décisif en face-to-face. Et j'avais une petite statistique à vous donner. Alors, je ne sais pas si c'est valable pour tous les pays, mais c'est 63% des recruteurs qui utilisent l'entretien téléphonique. Donc, on appelle ça entretien de préqualification. Donc, c'est pour Qualification. vraiment faire un pré-tri. Et c'est 63% des recruteurs qui l'utilisent. Donc, ça veut dire que dans 2 tiers des recrutements, vous allez passer par cette case-là, entretien téléphonique, avant de pouvoir aller plus loin dans le processus de recrutement. Donc, c'est important de savoir comment répondre, comment se présenter, ne pas se louper, parce que ça, voilà, ça conditionne la suite du processus. Mhm. Alors, je vais laisser Camille, Jean et Serge
dire un mot de plus sur eux-mêmes et puis on va rentrer directement dans la présentation. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en cours de route. Voilà. Oui, et je vais laisser justement Serge peut-être démarrer pour se présenter en quelques mots et rapidement, puisque D'accord, tu nous as pu, t'as pu nous, en tout cas, nous présenter déjà très très bien. Merci Rosemary pour cette introduction. super. J'allais dire honneur aux dames, mais bon, si vous me renvoyez cet honneur, merci. Je m'appelle Serge Sen. J'ai rejoint la grande famille des ressources humaines il y a un peu plus d'une vingtaine d'années et depuis bientôt 15 ans, j'ai occupé différents postes de responsabilité dans des groupes, notamment le groupe MERS, le groupe EGS, Société Générale de Surveillance, BP, British Petroleum, et tout récemment, j'ai rejoint une joint venture que Medlog, qui est une division logistique terrestre du groupe MSC, et au Sénégal avec une compagnie qui s'appelle Terminal des opérations maritimes. Donc c'est une mission qui est... J'ai eu la chance d'avoir dans tous ces grands groupes des missions très exaltantes et celle-ci en particulier m'est très chère parce qu'il s'agit d'une remise à niveau complètement aux standards internationaux. Donc voilà, grosso modo, présenter mon parcours professionnel. Je suis l'heureux papa d'un garçon de 10 ans et d'une très aimable et de ma douce moitié. Voilà. Bon, Voilà. bah, J'espère n'avoir pas trop dit. Bon, bah, ça c'est parfait. Pour moi, en tout cas, poursuivre dans cette présentation, comme vous l'a dit Rosemary, j'évolue dans les ressources humaines depuis quelques années maintenant et je me focalise sur la partie marketing RH. C'est vraiment tout ce qui touche à l'acquisition des talents, tout ce qui touche également à l'attraction, l'attractivité des talents en entreprise du côté des ressources humaines. Et j'évolue dans le secteur et l'industrie mode et luxe depuis plus de 10 ans aujourd'hui et donc une vraie spécialité. Et aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de pouvoir vous accompagner sur une étape cruciale qu'a très bien mentionné Rosemary. Comment va se dérouler cet échange avec Serge? On va vous présenter, en tout cas, les éléments, les clés, les essentiels pour réussir votre entretien téléphonique et parfois en visio. Et on vous laissera également la parole pour toutes les interrogations, les questions que vous aurez. Donc, on sera sur ce format-là de présentation, puis questions-réponses. Donc, j'espère que vous êtes tous prêts et on va pouvoir démarrer ensemble. Déjà aujourd'hui, pour que vous puissiez le savoir, est-ce que, alors, tac, est-ce que vous voyez très bien mon écran pour vous tous? C'est bon pour vous? Oui, on Ok. voit ton écran. Oui, oui. Justement, Serge, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que la préqualification téléphonique et en quoi aujourd'hui c'est un entretien, enfin, c'est un préambule à l'entretien d'embauche? Mhm. Merci Camille. Alors, comme le coach Rosemary l'a expliqué, nous sommes un peu plus de 60% à utiliser ce premier filtre. Et c'est réellement un filtre parce que c'est la première impression en réel que le recruteur aura. Il a votre CV sous les yeux, il a une très belle description de votre parcours professionnel, académique, mais il ne sait pas qui vous êtes. Et ce sont les 90 premières secondes de cet entretien qui seront déterminants. Donc, cet entretien de préqualification sert dans un premier temps à valider déjà les éléments qui sont répertoriés sur le CV, mais également à aider le recruteur à se faire une meilleure idée de votre personnalité. Ça va passer par les éléments de langage. Ça sera aussi la gestuelle que vous adopterez. Donc, en général, cet entretien dure entre 15 et 20 minutes. Cela peut se faire soit au téléphone ou par visioconférence. Et donc, il est important de préparer cet entretien-là. Peut-être, Camille, tu pourras nous en dire un peu plus sur cette préparation.
Oui, on va pouvoir entrer dans le détail et merci Serge. Un préambule clé. Et aujourd'hui, on constate dans le secteur les ressources humaines hein, que la plupart des personnes ne connaissent pas, en tout cas, cette étape. Pensent à tort qu'il s'agit simplement parfois d'un simple appel téléphonique. Et donc, on va avoir aujourd'hui deux catégories de population, ceux qui connaissent les règles du jeu et ceux qui ne les connaissent pas. Et malheureusement, ça va parfois tout simplement écarter votre profil et votre CV, alors que bah, parfois vous avez toutes les qualités nécessaires, tout simplement parce que vous n'avez pas été préparé, ni même vous n'avez pas en tout cas mieux mis en avant votre parcours lors de cette étape. D'accord. Et justement, l'idée, c'est que on voulait vous partager l'erreur la plus fréquente qui est faite justement sur cette préqualification téléphonique qu'est l'entretien téléphonique. Et Serge, en quoi ben, cette première impression fait toute la différence? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Absolument. Alors, on a parlé tout à l'heure de la première impression. Dans le cadre d'une vidéoconférence, ce sera votre attitude, votre gestuelle. Tout est scruté, tout est observé. Vous savez, lorsqu'on définit une fiche de poste, il y a les compétences, les hard skills et tout, mais derrière, vous avez aussi les soft skills. Comment la personne s'exprime, quelle est son attitude, sa gestuelle, quels sont les éléments de langage que la personne va utiliser durant cet entretien. Ça sera un véritable test, le premier test de qualification que vous aurez pour cette position-là. Et il est important que, on le verra un peu plus tard au cours de cet échange, il est important que vous vous prépariez. Il est important que vous mettiez tous les atouts de votre côté. Voilà. Camille, peut-être tu as un peu plus d'éléments à nous partager sur la préparation et l'anticipation, je crois. Oui, tout à fait. Effectivement, en préambule, lorsque vous postulez, il faut savoir que bah, vous démarrez le process de recrutement avant même d'avoir eu un appel téléphonique. Comment ça s'explique? C'est-à-dire que vous avez envoyé un CV. Vous ne devez jamais oublier que lorsque vous candidatez, que vous laissez votre CV à une entreprise, vous démarrez le process de recrutement. Et donc, il faut vous préparer à pouvoir, en tout cas, anticiper un futur appel téléphonique, des questions qui vous seront posées. Donc, vraiment, comme vous le disiez, Cherche, la préparation et anticiper, en fait, ces potentiels recruteurs qui vont vous contacter, c'est important. Et justement, on avait quelques petits Mm. tips, puisque l'idée, c'est aussi de vous apporter des conseils pratiques, pro-pratiques. C'est que lorsque vous recevez cet appel téléphonique de la part d'un professionnel, il faut savoir que parmi ces professionnels, vous allez avoir soit des managers qui vont vous contacter, les managers des départements concernés, ou encore les équipes RH. Et donc, lorsque vous recevez un appel téléphonique, le conseil que l'on vous donne avec Serge, c'est de ne jamais répondre à chaud. Demandez systématiquement à être rappelé si vous n'êtes pas disponible et si vous n'avez pas en tête, si vous voulez, Mm. bah, le poste concerné, si vous n'avez plus la fiche de poste en tête, c'est important que vous puissiez demander à être rappelé. Serge, pourquoi, à ton avis? Est-ce que tu veux partager pourquoi aux Oui. apprenants aujourd'hui? Alors, euh, vous êtes dans les transports, vous recevez cas pratique, vous êtes dans les transports, vous recevez un appel d'un recruteur. Le métro, le train ou le bus n'est pas le meilleur endroit pour laisser la meilleure impression. Et de manière plus concrète, euh, décaler l'appel vous permettra de reprendre la fiche de poste, jeter un coup d'œil sur votre CV, anticiper éventuellement les questions, peut-être pas forcément techniques, mais les questions qui pourraient surgir, qui sont liées à votre métier. Cela vous permettra également de reprendre le contrôle, d'avoir la maîtrise de cet entretien-là. C'est un jeu de pouvoir et celui qui prendra le lead dans la discussion marquera le plus de points. Et aujourd'hui, nous souhaitons que vous puissiez prendre le lead de cette discussion. Demandez à votre interlocuteur une demi-heure, une heure, le temps de vous mettre au calme, le temps de reprendre la fiche de poste, le temps de jeter un coup d'œil sur votre CV. Faites le vide autour de vous. Concentrez-vous sur cet appel que vous allez recevoir à nouveau ou que vous allez émettre. Exactement. Voilà. Mhm. Comme le disait Serge, en préambule, isolez-vous.
Ensuite, retravaillez rapidement votre langage corporel et surtout oral. Souriez, mettez-vous en condition tout simplement pour pouvoir avoir cet appel. Mhm. Remémorez-vous un petit peu les conditions de votre poste précédent. Un petit rappel avant de rentrer dans le détail, parlez toujours positivement de vos expériences passées positivement, de vos employeurs aussi. Soyez disponible, soyez attentif, soyez flexible lors de cet échange. Ça nous permet de pouvoir Bien. déjà vous parler de la préparation avant l'échange. Comme vous le disiez, Serge, c'est important de pouvoir avoir la fiche de poste sous les yeux. Je vous conseille, lorsque vous candidatez, de créer un petit dossier sur votre ordinateur où vous allez enregistrer la date à laquelle vous allez postuler à l'offre, le nom de l'entreprise, la fiche de poste et aussi le CV que vous avez utilisé. Ça vous permettra, lorsque vous recevez un appel, de vous dire, attaque, je me remets dans mes dossiers, j'avais postulé à cette entreprise, j'ai la fiche de poste sous les yeux, j'ai le CV que j'avais communiqué. Et donc, ça vous permet déjà de vous informer rapidement sur l'entreprise. Ça vous permet aussi de réviser les blocs principaux, les blocs clés de Mhm. votre CV qui sont en lien avec la fiche de poste. Ça vous permet aussi de vous remémorer aussi de votre valeur sur le marché. Combien est-ce que je vaux sur le marché? J'ai postulé sur un poste qui est un poste où on recherche un profil senior ou on recherche un profil junior. Ça vous permet aussi d'avoir aussi ce chiffre en tête, puisque la question fatidique va venir, quelles sont vos prétentions salariales? Ça vous permet de Mhm. préparer les questions les plus courantes qui vont être posées par le recruteur lors de cette phase de préqualification téléphonique. Ça vous permet aussi, vous, de pouvoir vous positionner aussi à travers ce poste. Quelles sont les questions qui reviennent? Quelles sont les interrogations que ça suscite chez vous lorsque vous lisez la fiche de poste? Et donc, ça vous permettra d'avoir quelques questions pertinentes à poser. Mhm. Est-ce que c'est plutôt Alors, clair? Oui, ouais, je voudrais juste rajouter quelque chose, Camille. Il est important que cet entretien soit interactif. Ne subissez pas l'entretien. D'où exactement. l'importance de vous mettre au calme et de préparer aussi vos questions. L'entreprise décrira toujours de manière assez flatteuse son environnement de travail. Essayez d'en savoir un peu plus, à tout documenter. Et si vous avez des doutes, parce que le recrutement, en réalité, il est mutuel, l'entreprise vous recrute, mais aussi vous recrutez votre employeur. Donc, allez vous documenter, essayez d'avoir le maximum d'informations possibles. Et si vous avez des doutes, préparez votre questionnaire. Préparez aussi, essayez voilà, préparez votre questionnaire, surtout. Les questions courantes, euh, quelles sont vos prétentions? On cherchera principalement à en savoir plus sur votre précédent employeur. Camille l'a mentionné, ne dites, ne dites pas quelque chose de négatif sur votre employeur. Si vous vous êtes quitté en pas très bons termes, dites juste que c'était un accord mutuel et vous vous êtes quitté. Voilà. Exactement. Sur les questions courantes que vous allez retrouver lors de ces Mhm. échanges en préqualification téléphonique, et vous pouvez en prendre note, c'est parlez-moi de vous brièvement. Ça, c'est une question qui peut intervenir. Ou quelle est votre journée type? Êtes-vous disponible immédiatement? Avez-vous un préavis? Est-ce que vous êtes mobile? Quelles sont vos prétentions salariales? Il va y avoir aussi des questions parfois qui vont être plus techniques. Par exemple, si vous êtes dans l'IT, on va parfois vous demander est-ce que vous connaissez tel ou tel logiciel, parce que ça va être des peut-être Mhm. prérequis. Donc, ce sont vraiment des questions qui vont valider quelque part la lecture de votre CV et qui vont rassurer le recruteur sur votre profil qui serait en potentielle adéquation avec la fiche de poste. Comme le disait aussi Serge, c'est aussi à vous de poser des questions parce que c'est un échange, comme il l'a dit, Serge, et très justement mutuel. Donc, est-ce que vous vous projetez sur ce poste? Posez-vous ces questions à travers des questions pertinentes que vous pouvez poser, à savoir, est-ce que ce poste a été ouvert dans le cadre d'un remplacement, dans le cadre d'une création de poste? Ça vous donne aussi des informations sur les enjeux, sur le contexte dans lequel ce poste a été ouvert. Vous pouvez aussi poser des questions Mhm. à savoir quelle est l'enveloppe budgétaire allouée pour ce poste, quelles sont les projections d'évolution, quels sont aussi Mhm. peut-être les avantages hors, on va dire, rémunération, qui peuvent être du télétravail. C'est aussi parfois des prérequis pour certains
candidats qui aiment aussi être en télétravail. Ça fait partie aujourd'hui Mm. du quotidien maintenant d'un salarié. Poser des questions aussi qui sont en lien avec le poste. Est-ce qu'il y a un management d'équipe? Est-ce qu'il y a une équipe en place? Est-ce que comment fonctionne aussi le manager dans le rapport qu'il va avoir avec ses collaborateurs? Ça vous donnera aussi, vous, potentiellement envie de vous projeter aussi sur le poste. Donc, c'est important. Autre point, c'est lors de cet appel. Serge, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur les points et les tips à retenir pour mieux Oui. conduire cet échange? Alors, ça va peut-être sembler une répétition, mais contrôlez votre environnement. Mettez-vous au calme, détendez-vous, respirez. Si vous revenez d'une journée de travail ou si vous sortez d'une réunion, prenez une demi-heure, un verre d'eau fraîche, détendez-vous. Adoptez une attitude professionnelle également. Euh, Préparez de quoi noter. Jetez un coup d'œil sur votre CV, sur la fiche de poste. Nous l'avons déjà dit, nous répétons qu'un, c'est assez important. Euh, Écoutez attentivement, soyez concis. Alors, la question qui revient constamment, c'est parlez-nous de vous. Il n'y a pas un timing, mais en général, on apprécie beaucoup d'avoir un résumé de votre CV, de votre parcours professionnel en 90 secondes. C'est important. Ces 90 secondes vont déterminer aujourd'hui ou vont renseigner le recruteur sur votre capacité à résumer des documents ou des réunions de travail. Donc, 90 secondes pour vous présenter. Soyez concis, soyez pertinent dans ce que vous dites. Les points forts et motivation, mettez-les en avant. Si vous avez une forte capacité à travailler sous stress, parlez-en. Si vous aimez les challenges et que ce nouveau poste qui est ouvert justement correspond à votre envie de relever des challenges, mettez-le en avant. S- Il est aussi important que vous mentionniez si vous avez des ambitions, on va dire si vous préparez un doctorat ou votre carrière, votre parcours académique, si vous souhaitez le poursuivre, il est important aussi que la personne qui vous recrute soit informée de cela. Et surtout, demandez un retour sur la suite de la procédure. Il est important que vous sachiez la prochaine étape, toujours dans l'optique de vous préparer. Euh, Camille, est-ce que j'ai sauté quelque chose? Il y a Non, quelque pas chose du que tu tout. voudrais rajouter? C'était très, très clair. J'aimerais juste également compléter, hein, Serge, ce que tu as pu partager, notamment sur les points forts et les motivations. Comme on vous l'a expliqué, il vous faut anticiper. Lorsque vous replongez dans la fiche de poste, posez-vous la question, qu'est-ce que moi je peux apporter? Qu'est-ce qui fait que j'ai postulé à l'offre? Quelles sont les forces que je possède d'un point de vue professionnel, autre que peut-être les soft skills, c'est-à-dire les aptitudes qu'on peut avoir, qui peuvent être la bonne gestion de stress, comme l'a mentionné Serge, comme par exemple une capacité aussi à s'adapter facilement dans de nouveaux environnements. Mais concernant le poste en lui-même, quels sont vos points forts? Je dis n'importe quoi, sur un poste par exemple IT, vous avez l'avantage de maîtriser Java. Vous avez l'avantage d'avoir déjà conduit des nouveaux projets de A à Z, donc vous connaissez qu'est-ce que c'est que la gestion de projet avec différentes étapes, différentes méthodologies de travail. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez mettre en avant rapidement lors de cet échange. Comme vous le disiez aussi, Serge, apprenez à vous présenter en 90 secondes. Faites l'exercice. Tout professionnel, en fait, doit pouvoir se présenter en 90 secondes. Apprenez à le faire devant votre miroir. Entraînez-vous à le faire. Vous devez toujours avoir un petit pitch, en fait, vous présentant. Parce que, en fait, vous pouvez avoir des appels téléphoniques qui interviennent souvent. Et donc, si vous ne connaissez pas cet exercice de vous présenter en 90 secondes, ça va être très compliqué. C'est vraiment un plus, ça va vous ouvrir facilement des portes. Et enfin, mentionnez, en tout cas, moi, c'est un conseil que je vous donne lors de la préqualification téléphonique, que vous avez des pistes en cours. Je m'explique. Rendez-vous désirable lors de cet échange.
même si vous êtes sur une période très calme et que vous avez eu peu, par exemple, de retours ou d'appels, vous devez dire au recruteur que vous avez des pistes en cours, que vous êtes en recherche active, que vous avez déjà eu peut-être, même si c'est le cas, hein, je ne vous dis pas de mentir non plus, soyez honnête, mais que vous avez déjà eu des appels, des premières approches professionnelles. Montrez que vous êtes actif dans votre recherche parce que ça va susciter l'envie du recruteur d'aller, vite sur le process, de vous rencontrer rapidement pour ne pas vous perdre par rapport à d'autres profils d'autres entreprises concurrentes qui pourraient vous approcher. Donc, rendez-vous désirable aussi tout au long de cet échange. C'était ce que je voulais aussi vous apporter comme petit tips et qui fonctionne très, très bien parce que les recruteurs Absolument. ont ce schéma de si je perds ce profil, j'en ai pas d'autres, donc je vais le rencontrer rapidement. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que le recruteur va être vous allez inverser la polarité de l'échange puisque vous allez être dans une posture où vous êtes en confiance et le recruteur va vous séduire. Il va vous parler de l'entreprise, il va directement vous parler des avantages, il va vous parler du poste, de l'équipe, etc. Mhm. Tout de suite, il va être dans cette posture de séduction. Donc, n'oubliez jamais que vous ne subissez pas cet échange, vous le vivez, vous l'animez. Très bien. Autre point aussi, c'est après l'appel. C'est parfois souvent oublié, mais c'est important. Et peut-être que Serge, tu pourrais nous en dire plus sur que faire après un appel, que ce soit positif ou même négatif. Alors, si le recruteur souhaite vous rencontrer, c'est que la préqualification, vous l'avez réussi de main de maître. Bravo à vous. Ensuite, lorsque vous recevrez ce fameux appel où le recruteur souhaitera vous rencontrer, assurez-vous de connaître la liste des intervieweurs. Il n'y a pas de mal à demander qui sera dans le panel, la date et quel sera le déroulement des prochaines étapes. Il se peut qu'on vous fasse passer des tests psychotechniques. Il se peut que ça soit une mise en condition, une mise en situation où on vous demandera de résoudre des problèmes inhérents à votre métier en vous présentant des cas d'études. Renseignez-vous également sur le recruteur et le manager. Il est important que vous sachiez à qui vous allez avoir affaire, surtout dans le cadre d'une compagnie, je ne vais pas dire une grande compagnie, mais bon, voilà, sachez où vous allez mettre les pieds. Prenez le temps, encore une fois, d'aller vous documenter. Le recrutement ne se fait pas juste dans un sens, c'est un échange. Les deux recruteurs comme recrutés doivent se renseigner mutuellement l'un sur l'autre. Et voilà. Camille, est-ce que tu aurais des points, des tips que tu voudrais bien partager? Oui, sur la partie d'échange après appel, moi aussi j'aime bien challenger les apprenants et surtout après cet appel, vous devez aussi vous questionner à savoir est-ce que j'ai envie? C'est pas uniquement dans un sens. Est-ce que Mhm. cet échange a conforté mon envie de travailler dans cette société ou au contraire, elle a suscité certaines interrogations, des points non rassurants? Est-ce que l'enveloppe qui m'a été peut-être communiquée correspond à ce que moi je recherche? Est-ce que peut-être les missions qui ont été détaillées avec le recruteur ou le manager sont en adéquation avec ce qui a été communiqué dans la fiche de poste? Ça vous permet, vous aussi, de vous interroger à savoir oui, le recruteur veut me rencontrer, mais est-ce que moi aussi j'en ai envie? Parce que l'idée, c'est pas non plus d'aller sur un poste qui, au final de compte, ne vous conviendra pas et d'entrer dans un process de recrutement qui, Absolument. au final, ne va pas forcément vous plaire ou pour lequel vous allez vous retirer. Donc, posez-vous aussi ces questions, ça c'est important. Dans le cas d'un retour négatif, Serge, qu'est-ce que tu conseillerais également aussi aux apprenants qui nous suivent aujourd'hui? Alors, il est important que vous demandiez principalement à votre interlocuteur quels ont été les points sur lesquels vous n'avez pas été retenu. Euh, Ce n'est pas forcément lié à vos compétences, mais il se peut, par exemple, que l'enveloppe budgétaire qui était prévue soit très en deçà de vos prétentions, de vos attentes. Il est possible aussi que votre profil, après cet entretien, que votre profil apparaisse comme étant surdimensionné, un peu plus élevé que ce que requiert ce poste.
Donc, un retour négatif n'est pas forcément un échec. Demandez à ce que le feedback vous soit fait. C'est très important aussi que vous puissiez en savoir un peu plus sur ce qui vous a fait rater et sur cette opportunité. Et surtout, restez confiant dans votre recherche d'emploi. Ne baissez pas les bras. Continuez à prospecter activement. Continuez à relancer vos candidatures. Voilà. Mais surtout, le point sur lequel j'aimerais vraiment insister, c'est demander à avoir un retour, demander à ce qu'on vous fasse un feedback, que vous puissiez comprendre et adapter votre profil, adapter aussi vos recherches pour les prochains postes. Voilà. Exactement. Moi, je compléterai également ces éléments-là en rebondissant aussi sur le fait que même si vous avez un retour négatif du recruteur, comme vous l'a dit Serge, c'est important aussi que vous gardiez en tête que vous construisez votre réseau. Donc, même si c'est pas forcément dans le sens positif, vous pouvez avoir des surprises ou quelques mois plus tard, on vous recontacte parce que, il y a peut-être un poste qui correspondrait plus à votre profil. Donc, n'oubliez pas que vous construisez quand même votre réseau. Donc, soignez tous ces petits détails-là. Même lors d'un retour négatif, ça vous permettra aussi, vous, de mieux retravailler peut-être votre CV, mieux retravailler aussi peut-être votre approche ou votre présentation parce que vous n'avez peut-être pas dit certains mots-clés qui devaient ressortir, etc. Donc, c'est important. OK? Quelques conseils supplémentaires, Serge, que tu souhaitais peut-être apporter aux apprenants? Oui, soyez honnête, on l'a répété, mais on ne le dira jamais assez. Lorsque vous donnez des informations qui ne sont pas correctes dans votre CV, d'une manière ou d'une autre, cela va se faire sentir dans votre parcours professionnel. Donc, dites les choses telles qu'elles sont, professionnellement bien sûr, avec politesse, mais n'en rajoutez pas. Dites tout simplement les choses telles qu'elles sont. Il est aussi important que vous parliez positivement de votre précédent employeur, de vos précédentes expériences, même si elles ne sont pas toujours aussi positives qu'on le souhaiterait. Le fait de dénigrer votre employeur peut aussi refroidir votre interlocuteur. Que dira-t-il ou que dira-t-elle si, à la suite de cette expérience, elle n'est pas retenue ou après quelques mois de présence dans la compagnie, la personne ne s'adapte pas? Est-ce que cette personne ne, ne dénigrera pas notre compagnie? Donc, le recruteur se mettra dans une posture défensive si dans vos précédentes expériences, vous n'avez rien de positif à dire ou plutôt vous êtes dans du employer bashing. Désolé pour cet anglicisme, mais soyez positif. Si vous n'avez rien de positif à dire, abstenez-vous ou demandez à ne pas trop vous étendre sur le sujet. Il est aussi important que vous soyez disponible, flexible. Pour certains postes, on peut se retrouver avec une vingtaine, une trentaine de candidats. L'analyse des CV, les entretiens téléphoniques. Imaginez, vous avez 30 candidats, 30 fois 30 minutes, ça peut être assez long. Donc, le process peut tirer en longueur. Soyez patient. D'où l'importance aussi, lorsque vous avez cet entretien, de vous renseigner sur la suite. Quels sont les prochains milestones? Quelles sont les prochaines dates? Quand est-ce que vous pouvez espérer recevoir un feedback? Il est important que vous soyez patient, que vous soyez flexible. Et Camille a rappelé tout à l'heure, vous construisez un réseau. Donc, dans la mesure du possible, gardez le contact avec ce recruteur. Allez, je vais peut-être en dire un peu trop, Camille, mais entre ressources humaines, il arrive quelquefois que nous nous partagions des CV. Il arrive quelquefois qu'un collègue nous passe un coup de fil. Voilà, je recrute un poste de directeur financier. Est-ce que tu as quelqu'un à me recommander? Si votre entretien s'est bien passé et que pour des raisons budgétaires, par exemple, vous ne soyez pas retenu, rien n'empêche Camille de me passer votre CV. Et voilà comment votre CV va être coté
va être un peu plus coté sur le marché. Donc, d'une certaine manière, la construction de ces réseaux aussi peut se faire à travers votre entretien téléphonique. Camille, est-ce que tu aurais d'autres conseils additionnels? Alors, autre conseil additionnel aussi que j'aimerais peut-être ajouter, hein, qu'on n'a pas forcément donné dans le détail, c'est que euh, lorsque vous êtes en préqualification téléphonique, dites-vous que vous êtes déjà en préparation de l'entretien. C'est votre, on va dire, premier exercice. Donc, Mhm. c'est un exercice cette fois-ci en version courte. Pensez toujours à la suite. Donc, n'oubliez jamais que ce que vous donnerez comme information lors de cette préqualification téléphonique devra peut-être être détaillé lors de l'échange en entretien. Si vous avez donné, par exemple, un salaire spécifique, n'oubliez jamais que bah, vous ne pourrez pas le changer en cours de route. Donc, n'oubliez pas que les informations que vous communiquez seront dans la continuité de l'entretien. C'est pour ça que vous Mhm. devez, et c'est ce que disait aussi Serge très justement, être honnête sur vos prétentions salaires, être honnête sur, par exemple, le fait que vous n'êtes pas disponible immédiatement parce que vous avez peut-être un préavis, être honnête aussi sur le fait que ben, certaines personnes, pour des questions d'arrangement logistique personnel, veulent avoir une journée de télétravail. Donc, si vous dites en préqualification que vous êtes ouverte à du full time directement sur site et au final de compte, vous aimeriez en fait une journée de télétravail, ça pose problème. Donc, Mhm. n'oubliez pas que vous conditionnez un peu la suite et vous mettez un petit peu les jalons positifs en votre faveur lors de cette préqualification téléphonique. Voilà. Super. Est-ce que vous aviez des questions? On a voulu être assez concis aujourd'hui pour vous permettre à tous et à toutes de nous poser un maximum de questions et qu'on puisse y répondre de manière ciblée. J'ai Emmanuel Vous pouvez Foucougnon. Ah voilà, c'est ça. Vous pouvez ouvrir vos micros et poser vos questions. Pour ceux qui sont dans des environnements où vous ne pouvez pas poser de questions, écrivez-les dans le chat et on va les poser pour vous. Allez-y, Emmanuel. Ouais. Alors, bonjour tout le monde, je suis Emmanuel. Je prends la parole depuis Abidjan. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est déjà vous remercier pour l'entretien. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Limite, j'avais cette question, mais après l'entretien, il n'y a que trois questions qui sont restées. Donc, j'aimerais vraiment vous remercier pour cette formation-là qui nous a appris beaucoup de choses sur l'entretien téléphonique. Maintenant, ce que j'aimerais savoir de votre expérience à, à vous, qu'est-ce qui vous a amené à ne plus poursuivre le processus d'entretien après l'appel téléphonique? Votre pire expérience, par exemple, avec un candidat, c'était quoi? Je vais y répondre, Serge, si tu veux bien, et D'accord. puis tu pourras Oui, oui. compléter. Première chose, l'environnement. C'est pour ça qu'on a beaucoup insisté. Quand on entend les transports, quand on entend un chien, quand on entend que vous n'êtes pas en condition et que vous voulez quand même avoir un échange téléphonique parce que ben, vous connaissez pas les codes, à savoir de demander à être appelé, bah, vous êtes écarté. Deuxième chose, quand on parle négativement, on a beaucoup insisté, c'est pas pour rien. On a fait un petit peu de répétition mais quand vous parlez négativement d'un employeur précédent, ça, c'est pas bon. Aussi, la troisième chose aussi, c'est que vous vous dévalorisez. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, Mhm. vous dites amène à tout, excusez-moi de le dire ainsi, oui, je suis prête à avoir un salaire qui et aura des pâquerettes, que vous connaissez pas votre valeur, que vous dites, ben moi, je suis prête à travailler pour le SMIC du moment que je travaille. Toutes ces choses-là, ça vous dévalorise et ça fait que vous n'êtes pas sélectionné. En tout cas, moi, c'est les trois principales raisons pour lesquelles parfois je ne poursuis pas avec des candidats. Serge, est-ce que tu avais d'autres peut-être points aussi? Non, pas vraiment. Juste une expérience quand il posait la question qui m'est arrivée il y a quelques années. Euh, un entretien téléphonique où le candidat débitait des insanités. Voilà. Pour une raison que j'ignorais, cette personne qu'on recrutait d'ailleurs pour un poste de chef comptable était en pleine dispute avec quelqu'un et c'est pas très agréable d'entendre un tombereau d'insultes au téléphone, même si vous n'êtes pas concerné. Donc,
faites attention quand vous recevez un appel pour un poste et que vous n'êtes pas dans des dispositions, encore une fois, demandez à être rappelé. Il n'y a pas de mal à demander à être rappelé. Voilà. Merci. Et lorsque vous dites qu'on demande à être appelé, en ce moment-là, c'est nous qui programmons les rendez-vous ou c'est d'un commun accord, on propose une date avec le recruteur? Écoutez, idéalement, vous pouvez, et c'est là où c'est assez important, euh, garder la main, demander à être appelé dans une trentaine de minutes, dans une heure, évaluer rapidement votre disponibilité. Donc, combien de temps vous pouvez vous rendre disponible et communiquer avec le recruteur. Cela lui laissera aussi la latitude de pouvoir continuer le process avec d'autres candidats. Si vous ne précisez pas cette date, c'est un conseil personnel que je donne. En général, nous avons une pile de CV. Et puis bon, voilà, si vous demandez à être rappelé et que vous ne précisez pas, nous n'allons pas noter sur notre petit carnet dans 30 minutes ou dans 2 jours. Voilà. Donc, précisez la durée dans l'échéance à laquelle vous pensez pouvoir vous libérer. D'accord. Désolé, j'ai encore deux questions. Donc, en ce Allez-y. moment-là, lorsqu'on demande à être appelé, c'est dit qu'on ne doit pas non plus ajourner le rendez-vous dans un jour, dans 2 jours. Exactement. En fait, il vous faut être assez réactif. Ne demandez pas Mhm. à être appelé dans 48 heures ou dans 24 heures. Ouais. Le recruteur, il va vous oublier tout simplement. Et aussi, vous allez vous rendre compte que, on vous le dit, hein, parce que vous ne le savez pas forcément, mais il y a peut-être 10 autres candidats appelés. Donc, si vous n'êtes pas disponible dans les 30, 45 minutes ou l'heure, demandez à plutôt être appelé dans l'heure, dans les 30 minutes, en Mhm. fonction de là où vous êtes. Mais pas 48 heures, pas 24 heures, c'est trop tard. D'accord. Absolument. Merci beaucoup. Ma dernière question. Est-ce que vous êtes déjà arrivé au bout d'un appel téléphonique à sentir que vous aviez déjà le bon profil, juste après l'appel téléphonique? Oui, oui, Et qu'est-ce oui. qu'il vous a dit en ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit Alors, qui vous ont inspiré confiance? en général, lorsque vous préparez une interview, vous avez déjà une demi-douzaine de questions. Ça dépasse rarement 10 questions, mais c'est principalement une demi-six à 8 questions que vous préparez. Et vous avez des candidats qui, dès les 30, les 90 premières secondes, dès la présentation, vont vous faire une très belle impression. Et puis après, toutes les questions que vous allez poser, ils vont valider en fait. Donc, C'est ça. c'est arrivé à plusieurs reprises, d'où l'intérêt quand vous postulez. En a parlé tout à l'heure. Quand vous postulez, mettez-vous déjà dans les conditions d'un entretien. Préparez-vous déjà à avoir un entretien. Donc, révisez votre gamme, révisez votre CV, relisez la fiche de poste. Même si ce n'est pas la fiche de poste, relisez l'annonce parce que dans l'annonce, vous avez la partie descriptive qui va vous donner des renseignements clés sur le poste, des renseignements clés sur les compétences qui sont attendues. Merci. Donc la Merci Exactement. beaucoup. préparation encore est essentielle. Merci beaucoup. Merci. On va prendre la question. Alors d'abord, Papa Roland, ensuite Papa Cosmas, et ensuite on va prendre les. J'ai vu qu'il y a trois ou quatre questions dans le chat, on va les prendre. Donc, Papa Roland, si vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Bonjour à tous, bonjour à Serge, bonjour aussi à Camille. Merci pour votre brillante intervention. C'était vraiment clair, on a beaucoup appris. Je pense que nous aussi, on va s'améliorer et aider aussi les autres, comme Rosa toujours dit, aider aussi les autres à s'améliorer. Alors, j'ai deux préoccupations. C'est au niveau du retour positif. Vous avez dit il va falloir poser la question sur les intervenants au niveau du process, les déroulés du process de recrutement ou le manager qui sera disponible. Bon, je ne sais pas, ma petite expérience dans l'environnement où je suis, je vous appelle à partir de la RDC, précisément dans la ville en sud-est de la RDC. Alors, dans l'environnement où nous sommes en RDC, par exemple, je vois mal, je ne sais pas si ça peut se faire, je vois pas un employé ou bien un candidat demander qui seront
les personnes qui vont constituer, par exemple, le panel des interviews. Je ne le vois pas peut-être demander les dates d'entretien. Je ne le vois même pas se renseigner qui sera le manager qui va poser les questions. Généralement, il n'y a pas cette dynamique d'échange, comme Serge a dit, qu'est l'entretien. Les recrutements, c'est un échange entre les recruteurs et les candidats. Dans notre Mhm. posture, dans notre environnement, c'est pas ça. Les deux sont un peu éloignés et le candidat n'a pas cette capacité de pouvoir poser ce genre de questions. Donc, ça paraît un peu difficile pour moi de trouver des gens faire ça. Mais ça sera peut-être un exercice qu'il faudra présenter aux candidats, aux différentes personnes pour pouvoir demander ou bien poser ce genre de questions. C'est ça la préoccupation que j'avais, mais je ne sais pas comment vous pouvez m'aider hein, Oui, avec bien vos sûr. orientations, comment faire. Ouais. Euh, Après, alors, si je peux intervenir rapidement, c'est-à-dire, c'est peut-être parce que on dit l'Afrique, c'est compliqué. Ça, j'ai en Afrique. Le Sénégal, c'est pas Oui. en Europe. Même si Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, c'est différent. Peut-être, c'est peut-être culturel, parce que je sais au Congo, les gens sont très déférents par rapport au chef, à la hiérarchie. Il y a beaucoup de choses que on pourrait faire, Tout mais à on fait. est toujours dans la peur, on a peur de faire. Et puis, il y a il y a ce truc où le marché de l'emploi est tellement défavorable aux candidats qu'on se dit que si on fait le moindre faux pas, ben, on perd sa chance en fait. Mais je pense que si les professionnels de ressources humaines ont tous la même formation, je ne pense pas que ce soit un manque de respect de demander quelles sont les prochaines étapes du recrutement. Ne serait-ce que cette question-là. À quoi m'attendre dans les prochaines étapes du recrutement? Ça, je pense que vous pouvez poser la question. Des Et fois, je je laisse vois moi-même, Camille et Serge poursuivre. Mm. il arrive des fois quand nous recevons même des candidats dans des différentes interviews, vous leur demandez, est-ce que vous avez des questions à nous poser? Des fois, ils n'ont même pas de questions, ils ont peur. Ils se disent peut-être qu'il peut poser une question Mhm. qui n'est pas pertinente, qui peut les disqualifier. Mhm. Alors, en fait, vos questions, en fait, c'est jamais négatif. Je Mhm. termine juste ça et puis Vas-y. Serge, vous pourrez y aller. En fait, c'est jamais négatif de demander. En fait, ça dépend de la formulation. Même si vous êtes dans une culture où l'art de la déférence est apprécié, rien ne vous empêche de demander comment se déroulera la suite. Est-ce que, en combien d'étapes sera ce process de recrutement? C'est tout à fait légitime. Au contraire, le professionnel appréciera de se dire, bah, il est tellement intéressé que bah, il veut connaître qui me rencontrera, est-ce que ce sera l'équipe RH. Ça veut dire que vous êtes aussi alerte sur les codes, sur le marché. Vous avez une posture professionnelle. Donc, il vous faut vous détacher de la partie culturelle qui vous est propre pour adopter cette posture professionnelle en ayant des questions qui ne sont pas non plus intrusives, mais qui restent Mhm. très professionnelles et appréciées. Alors, Camille, merci. Tu m'as arraché littéralement les mots de la bouche. C'est exactement ce sur quoi je voulais revenir. Et Roland, vous êtes dans une compétition où quelquefois on cherche la petite étoile, la petite étincelle qui va distinguer les candidats. Si tous les candidats aujourd'hui vont être dans une posture où ils subissent le recrutement, pourquoi pas inverser la tendance? Pourquoi pas juste montrer que vous êtes réellement intéressé, que vous avez envie de prendre cette position, que vous avez envie réellement d'ajouter de la valeur à cette compagnie. Euh, Bien sûr, nos réalités culturelles font que, oui, on a encore ce filtre qui est là, cette différence qui est là. C'est pareil au Sénégal. Mais, euh, quoi qu'on dise, les mentalités évoluent, les procédures évoluent. Il y a une demi-douzaine d'années, par exemple, vous n'auriez pas eu cette question sur le télétravail. Aujourd'hui, systématiquement, c'est une question qui revient. Est-ce que l'entreprise a un programme de télétravail? Quel est le nombre de jours de congé que vous accordez? Au Sénégal, par exemple, c'est 24 jours standard dans l'année.
Certains candidats vous demanderont, est-ce qu'il est possible que je fasse du télétravail les vendredis parce que pour X ou Y, les vendredis ou les mercredis. Créez une véritable identité à votre candidature, donnez une véritable identité à votre candidature, marquez les esprits positivement, bien sûr, mais marquez les esprits. Démarquez-vous du lot des candidats et cette interview de préqualification est la meilleure opportunité que vous puissiez avoir de marquer les esprits de vos intervieweurs, de votre futur employeur. Bon, j'avais une dernière préoccupation. Merci vraiment, Serge, pour cet éclairage, hein. Mais j'avais une dernière préoccupation. Je voulais demander un conseil. Je donne un petit exemple. Moi, j'ai passé un temps de chômage pendant 3 ans. J'écrivais tellement de lettres de demande d'emploi, presque tous les jours. Et j'avais des petits boulots que je pouvais faire. Mais quand j'ai eu l'entretien, ça s'est bien passé. Maintenant, le processus de recrutement était très long. Et le manager qui m'avait recruté, ça a pris, je crois, 8 mois. Le manager qui m'avait recruté, parce que moi, je me suis dit, comme ça avançait, ils ont dit qu'ils m'ont presque retenu. J'attends qu'ils me rappellent. Et le manager qui m'avait recruté ou qui était censé être mon line numéro un, il m'a dit non, il faut appeler les ressources humaines, il faut appeler le DGA, comme tu te connais avec lui, il faut l'appeler pour lui demander comment ça évolue. Bon, moi, je n'avais pas trouvé cette posture beaucoup plus professionnelle, mais sur son insistance, j'ai appelé le directeur des ressources humaines, je lui ai posé la question, à quand est-ce que vous pensez me rappeler? Ma candidature a pris beaucoup de temps, le recrutement est très long, je suis sollicité à gauche et à droite. Et c'est là que le hic, c'est là qui a fait qu'il puisse me rappeler pour me dire oui, 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 d'ailleurs, on va voir ton dossier. Et puis, il m'a rappelé. Alors, pour d'autres, quand tu rappelles comme ça, peut-être on va mal te répondre qu'il faut attendre, on va te rappeler. Qu'est-ce que les gens peuvent faire peut-être dans ce cas? Pour moi, peut-être ça a marché, mais pour les autres, peut-être on peut te dire non, il faut attendre qu'on puisse te rappeler. Voilà. Comment ils peuvent gérer ce temps Alors, d'attente? Papa Roland, pour ne pas, parce qu'on est déjà presque à 1 heure, ça, on va laisser ça peut-être à un autre. On sort du sujet d'aujourd'hui, qui est Oui. l'entretien téléphonique. On va se remettre ça une autre fois. Et puis, on va, mais je vous laisse pas sans outils, mais ça, on va rester vraiment sur le sujet de l'entretien D'accord, téléphonique parce d'accord, que d'accord. si Ça tout le marche. monde pose ces questions sur différentes étapes du recrutement, on va pas s'en sortir. Il y a Papa Cosmas qui avait levé la main depuis longtemps. Vous posez votre question. Après, on prend les questions qui sont dans le chat et on va terminer avec Dr. Anaclé. Allez-y, Papa Cosmas. Bonjour, merci beaucoup. La présentation, vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Serge, Camille, vraiment, merci beaucoup. J'ai 2 questions. La première question, c'est par rapport à l'appel téléphonique, donc à l'entretien. Si il s'avère qu'au milieu de l'entretien, il y a la connexion qui est interrompue et que vous n'avez pas moyen de rappeler le recruteur, comment se comporter. Donc, vous étiez en interview et tout d'un coup, il y a perturbation de la connexion et vous ne vous Ah oui. entendez plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? La deuxième question, vous avez insisté sur le fait qu'il faut être honnête et c'est un aspect positif et qu'il faut toujours parler positivement de son ancien employeur. Alors, quand on parle, c'est bien de parler positivement de son ancien employeur. Et qu'en est-il maintenant si vous vous êtes séparés dans de mauvaises conditions, peut-être licenciement et autre chose, et vous n'avez pas souligné cet aspect, et maintenant, quand lui est contacté par celui qui va vous recruter, il commence à parler négativement de vous. Est-ce que vraiment cela n'est pas caché un aspect que vous auriez dit peut-être soulever bien avant pour que cela ne puisse pas constituer un frein à votre recrutement? Je vous appelle à partir de Bukavu, à l'est de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup.
Très bien. Ah, Oui, alors, Coach Mario, si tu permets, je vais répondre à cette question. Alors, si vous n'avez rien de positif à dire sur votre précédent employeur, demandez tout simplement à ne pas répondre à cette question ou dites tout simplement, restez, donnez une information basique. Vous avez voilà, vous vous êtes entendu pour mettre fin à votre contrat ou votre employeur, mon employeur a mis fin à mon contrat. Point. Lorsque nous disons que, lorsque nous vous suggérons d'avoir des éléments de langage positifs sur votre précédent employeur, la plupart des candidats, une bonne partie des candidats en tout cas, va essayer de se justifier, de se dédouaner de l'échec de leur précédente expérience professionnelle. Ce n'est pas forcément quelque chose de positif. Si vous n'avez rien de positif à dire, demandez tout simplement à ne pas répondre à cette question-là. Et pour ce qui est de la connexion, oui, bon, nous avons tous ces contraintes, même au Sénégal, il arrive quelquefois que, voilà, que nous ayons des soucis de connectivité. Rien ne vous empêche de renvoyer un texto immédiatement à votre intervieweur en lui disant par exemple que bon voilà, vous avez une coupure d'électricité, le Wi-Fi ne marche plus et est-ce qu'il est possible qu'il vous rappelle dans une heure le temps que voilà que vous soyez dans euh, que la connexion se rétablisse. Et cette connexion, elle peut être rompue de votre fait ou du fait de votre intervieweur. Donc, gardez le contact, renvoyez un texto immédiatement pour demander est-ce que vous devez vous attendre à un autre appel ou voilà. J'espère avoir ok. répondu à vos questions. Mais Oui, surtout, c'était si vous très n'avez rien de clair. positif à dire, ne répondez pas à la question. Ne dites rien, voilà. Si vous n'avez rien de gentil à dire, ne dites rien. Alors, on va prendre les questions qui sont dans le chat. Alors ça, c'est la question d'Edeline. Comment se différencier en reconversion sur un poste où on n'a pas d'expérience? Alors, j'aimerais encore une fois qu'on reste vraiment Mhm. sur l'entretien téléphonique. A priori, si on vous appelle, c'est que votre profil a intéressé, même si vous n'avez pas voilà, les recruteurs n'ont pas. C'est-à-dire, si votre profil ne les intéresse pas, ils ne vont pas vous appeler. Que vous ayez de l'expérience, pas d'expérience. Si on vous appelle, c'est que vous faites partie de la pile des candidats intéressants, déjà de base. Donc, maintenant, comment ajouter peut-être un peu plus ou comment se vendre au téléphone quand on n'a pas spécifiquement, quand on est en Mhm. reconversion et qu'on n'a pas spécifiquement d'expérience professionnelle concrète sur le poste. Est-ce qu'il y a des techniques spécifiques ou voilà, bon, je sais qu'on va parler des compétences transférables. À part ça, est-ce qu'il y Oui. a autre chose? En fait, Voilà. les compétences transférables, les aptitudes et les aspects de la personnalité ou parfois du parcours, des hobbies, des choses qui sont en lien avec le poste et qui vont pouvoir être mis en lumière et croisés avec les attentes du poste. C'est ça aussi. Au-delà des Mhm. compétences transférables, c'est si en tout cas le recruteur ou le manager vous a sélectionné, c'est que forcément, il y a des choses de votre CV qui ont fait écho à la fiche de poste et vous devez les repérer et les retraduire en mots-clés, tout simplement. Voilà. Ok. Alors, sur les mots-clés, on aura un atelier, je pense, dimanche prochain sur les mots-clés, justement. Comment bien les identifier dans la fiche de poste et tout, parce que en fait, c'est une compétence que maintenant les chercheurs d'emploi doivent acquérir. Comment identifier et repérer les mots-clés? Ça fait partie du toolkit du candidat. Alors, question de Valérie. Le fameux trou sur le CV. J'ai pas travaillé pendant 1 an, 2 ans, 3 ans de chômage. Encore une fois, si on vous appelle, c'est que malgré le trou, on vous a trouvé intéressant. Maintenant, comment je fais pour justifier les trous sur le CV? Et deux, la question sur la prétention salariale. En Europe, on est un peu béni, on a la chance, c'est facile de trouver des grilles de salaire, c'est facile, il y a des sites comme Glassdoor qui donnent comment dire, des idées sur les salaires qui sont pratiqués pour
un poste précis. En Afrique, c'est un peu difficile d'avoir ces données-là. Donc, comment on fait quand on nous demande nos prétentions salariales pour ne pas être trop au-dessus ou trop en dessous? Il y a plusieurs questions en un. Serge, tu veux quelle question? Mhm. Alors, le trou sur le CV, on en revient, on se répète, soyez honnête. Si vous n'avez pas travaillé pendant 2 ans, dites tout simplement que pendant 2 ans, vous étiez à la recherche de nouvelles opportunités. Voilà. Ne cherchez pas à combler le trou. Si vous étiez en congé maternité, dites que vous étiez en congé maternité. Mais voilà, soyez honnête. C'est vraiment le conseil que je donnerai sur le trou. Maintenant, pour ce qui est de votre valeur sur le marché, euh, oui, il est vrai qu'en Afrique, nous n'avons pas encore cette possibilité d'avoir des sites sur lesquels nous pouvons nous renseigner, quoique pour certains postes, euh, Glassdoor peut éventuellement vous donner quelques indications. Voilà. Je vais compléter ce que disait justement Serge. Première partie, ce qu'il disait, c'est très juste. Je vais même vous donner des mots types à mettre sur votre CV et à communiquer aussi lors de l'échange téléphonique. Vous pouvez tout à fait dire que vous étiez en pause professionnelle lorsque vous devez justifier un trou. Vous pouvez dire que vous avez fait une pause familiale de 2 ans. C'est tout, ça s'arrête là. Vous pouvez dire que vous avez fait une pause pour pouvoir peut-être reprendre vos études. C'est tout, ça s'arrête là. Pas plus. On n'a pas besoin de connaître plus et de connaître les tenants et les aboutissants. Vous pouvez juste l'englober à travers l'idée de faire une pause. C'est de plus en plus accepté par les recruteurs. Le Covid a permis aussi de désacraliser cette notion de pause. Vous devez être aussi vous-même à l'aise à l'idée que vous avez fait une pause. Voilà. Ensuite, pour les prétentions salariales, en Europe, France, on a Glassdoor, mais vous avez aussi LinkedIn sur lequel vous pouvez trouver aussi des informations. Vous avez aussi Indeed, où vous allez avoir déjà les grilles parfois salariales, les salaires qui sont proposés dans les fiches de poste. Vous avez aussi vos anciennes lieux, enfin vos anciens lieux de formation, vos établissements précédents, vos anciens collègues qui vont pouvoir aussi vous communiquer un petit peu des chiffres types du marché. En France, on a France Travail, mais peut-être que suivant le pays où vous êtes, vous avez peut-être un équivalent qui vous permet d'avoir aussi quelques informations. Et enfin, simplement, n'hésitez pas aussi sur LinkedIn à demander aussi, enfin, à regarder sur LinkedIn des fiches un petit peu des marchés et des missions et des postes types avec les salaires proposés généralement. Donc, vous allez avoir toutes ces réponses-là par rapport à votre valeur marché. Ok, merci. Alors, Eunice, si ça te dérange pas d'ouvrir ton micro parce que je ne comprends pas trop la question. La question sur l'inclusion religieuse et raciale, je ne sais pas trop. Sachant que certains pays ont des défis à ce niveau-là. Est-ce que c'est dans l'entretien téléphonique qu'il faut le poser? Parce que encore une fois, si on vous appelle, c'est que vous avez, c'est-à-dire, il y a peut-être 500 candidatures, ils reçoivent 500 CV. Si on vous appelle, c'est que vous faites partie des 50, peut-être qui les ont intéressés, il y a déjà 450 qui sont passés à la poubelle. Donc, est-ce que si on ne voulait pas vous inclure, je ne sais pas si l'entreprise est raciste ou si l'entreprise n'aime pas, je ne sais pas si c'est les chrétiens ou les musulmans, vous n'alliez pas être dans le tas des gens qu'on allait appeler en fait. Donc, si tu peux juste ouvrir ton micro et poser la question toi-même, comme ça tu pourras bien expliquer voilà, histoire que je ne déforme pas ta pensée. Après, Oui, bonjour coach, j'espère que vous m'entendez. on a, Allô? je voulais savoir, sur le marché peut m'aider. Ouais, oui, vas-y, c'est Eunice? Oui, c'est moi, c'est Eunice. Bonjour coach. Donc tout le monde, j'écris du Gabon. Allô? Ma question. Allô, allô, est-ce que vous m'entendez? Vas-y, on t'entend, oui, on Allô? t'entend, oui, oui. Allô, allô? Vous m'entendez? On t'entend, Eunice, oui, oui, on t'entend. Voilà, donc voilà ma question. Donc je suis Eunice, j'écris depuis le Gabon. Ma question était plutôt pour connaître l'environnement de la société en fait. C'est-à-dire que ce soit entretien téléphonique ou à la suite. Pour juste par petite expérience, je sais qu'il y a des environnements qui sont très peu inclusifs. Vu que j'ai travaillé à l'étranger, quand même eu l'occasion de travailler à l'étranger. Et est-ce que on peut poser ces questions-là d'emblée, en fait, c'est-à-dire au niveau de l'entretien pour savoir si on est dans un pays purement blanc, voilà, est-ce qu'on peut poser
des questions sur le climat et le côté religion. Est-ce que comment ça se fait? Est-ce que c'est bien coordonné? C'est une question un peu indiscrète, mais je veux savoir si je peux le faire en fait. Alors moi, je vais vous poser une question à votre question, Eunice. Est-ce que vous pensez que c'est une question professionnelle? Sur le, bon, pour moi, oui. Étant donné les expériences que j'ai eues, vu que j'ai vu qu'il y avait des problématiques, par exemple, dans un certain environnement, un problème d'inclusion du fait de la couleur, et dans un autre, l'autre environnement du fait de la religion. Donc, voilà pourquoi je demande si là, d'emblée, on peut demander, oui, il faudra être à la suite des entretiens pour voir ce que ça va donner. Alors, premièrement, comme le disait Rosemary, je vais répondre à la question. À partir du moment où vous avez été sélectionné, quelle que soit votre appartenance, en fait, c'est que vous avez été sélectionné et qu'il y a forcément une politique d'inclusion et de diversité si vous avez été sélectionné. Et surtout, aujourd'hui, c'est pas une question qui se pose, hein. Un recruteur, il recherche avant tout des compétences. Il recherche quelqu'un qui soit en accord et en adéquation avec le poste recherché. Et enfin, ce n'est pas une question qui se pose, malheureusement. Quelles que soient les peut-être histoires qu'il y a pu avoir, les peut-être parfois on peut lire dans des magazines des scandales, etc. Vous n'avez pas à poser ce type de questions. Vous allez tout simplement susciter une interrogation négative à votre sujet auprès du recruteur. Quelqu'un qui pose ce type de questions, ça craint en fait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas net. Il y a peut-être, c'est peut-être quelqu'un qui est potentiellement a eu des histoires en interne. C'est pas positif. Donc moi, je vous conseille pas du tout de poser ce type de questions. Peut-être que Serge souhaite intervenir aussi. Il pourra vous apporter un éclairage supplémentaire. Et surtout, on n'est pas tenu de faire de la discrimination ni de répondre sur ce type de questions. Alors Camille, je suis complètement en phase avec toi. Je ne pense pas que l'interview de préqualification soit l'endroit le mieux indiqué pour poser ce type de questions, ni même dans les autres, dans les interviews en face-to-face. Laissez le choix à votre recruteur d'inclure ces critères euh, dans son process. Euh, Quoique, comme Camille l'a mentionné, ce ne sont pas des critères que nous retenons. En général, nous nous focalisons sur la compétence. Vous parlez d'inclusion religieuse. Un CV ne dit pas, ne renseigne pas forcément sur ce à quoi vous croyez. La fiche de poste que nous rédigeons, nous ne la rédigeons pas pour un évangéliste ou un catholique ou un musulman. Nous la rédigeons parce que nous voulons de la valeur ajoutée à notre compagnie. Donc, je ne pense pas qu'il soit très pertinent de poser ce type de questions, sauf si maintenant vous cherchez à vous faire remarquer et pas forcément de la manière la plus positive. C'est ça. J'allais dire, pour moi, bon, moi, je me mets à la place d'un recruteur. Pour moi, ça serait un gros red flag. Pour moi, ça signale une personne à problème. Quelqu'un qui pose cette question, on va se dire, est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est un extrémiste musulman qui veut venir avec la burqa au travail? Quel est son problème en fait? Et bon, je ne dis pas que c'est facile en tant qu'Africain de travailler dans des environnements où tout le monde est white, tout ça, on va pas se mentir, mais franchement, c'est pas une question que je poserai en fait, parce que comme a dit, voilà, ça vous signale vraiment de manière négative. Donc voilà. Euh, surtout, c'est un sujet qui est vraiment touchy. Enfin bref, ça ramène beaucoup de trucs négatifs et ça va pas vous aider en fait. Ouais. Et puis, il y avait une question de docteur Anna Clay. Vous aviez levé la main. Si vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. En gros, la question, c'est savoir en quoi connaître sa valeur sur le marché peut aider à réussir son entretien. Alors, si je me permets, c'est pas sur les Oui. compétences, mais le fait d'être trop au-dessus ou trop en dessous du marché, ça signale, surtout être trop en dessous, parfois ça peut signaler que vous n'avez pas euh, conscience de votre propre valeur. C'est comme si vous vous dévalorisez et du coup, c'est comme si, je sais pas,
C'est comme si, par exemple, si je vends une Rolls-Royce, la Rolls-Royce Phantom, par exemple, c'est la voiture la plus chère au monde, et que je vous vends ça à 1 euro. Vous allez vous dire, quel est le problème de cette Rolls-Royce? Elle est en panne, elle est rouillée, elle est quoi? On va se dire qu'il y a un problème, en fait. C'est un peu ça. Maintenant, je laisse les professionnels développer sur le thème. Je ne sais pas si Serge, si tu souhaitais démarrer ou c'est comme tu veux. Oui, écoutez, vous méritez combien? C'est la question que vous devez vous poser. Vous méritez combien? Quel est le salaire que vous méritez? Si vous ne connaissez pas votre valeur sur le marché, le recruteur voilà, ne fera pas non plus l'effort de vous rémunérer à votre juste valeur. On a tous une grille dans la compagnie. Certainement que vous rentrerez au tout bas de l'échelle, alors que peut-être vous devrez être au 50e percentile. Donc, sachez ce que vous valez, renseignez-vous, demandez à vos anciens collègues, allez sur les sites comme l'a mentionné Camille, Indeed, LinkedIn, voilà. Renseignez-vous au maximum possible, mais surtout, sachez ce que vous valez, ce que vous pouvez apporter à cette entreprise qui aujourd'hui vous recrute. Voilà. En gros, comme le disait aussi Rosemary, et je complète ce que Serge a justement communiqué, à partir du moment où on sait combien coûte une baguette, vous devez savoir ce que vous coûtez sur le marché. Impossible de vous présenter et de ne pas savoir. Vous devez faire l'exercice. C'est culturellement parfois difficile, je peux l'entendre, c'est Mhm. aussi un mindset à avoir, mais sachez-le, quelqu'un qui connaît sa valeur est beaucoup plus attractif que quelqu'un qui laisserait un recruteur le payer à qui mieux mieux juste pour avoir un poste. Sachez-le. On va même parfois, hein, on s'est retrouvé dans des situations, et c'est du réel, où on est allé renégocier les enveloppes parce que le profil était bon, Oui, parce que son enveloppe était cohérente, parce qu'il avait des compétences, des aptitudes qui étaient rares à trouver sur le marché, et ça a fait toute la différence. Donc, vous ne devez pas vous offusquer à un chiffre, vous devez incarner ce chiffre. Je ne sais pas si je vais un petit peu trop loin, mais vous devez incarner votre valeur professionnelle, et croyez-moi, ça va faire toute la différence. Alors, docteur Claude, ce sera la dernière question qu'on va prendre et puis après, on va clôturer. Docteur Claude, si tu peux ouvrir ton micro et poser ta question. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, on t'entend. Ok, alors j'appelle depuis le Cameroun. Merci déjà pour les interventions, pour l'exposer, les différents points qu'on a reçus. Ça permet également de certains points qu'on avait tendance peut-être à négliger. Et à ce titre, il faudrait qu'on fasse attention. Donc, je vous en remercie. Tu es loin là, on t'entend de loin, docteur Claude. On t'entend plus. Là, c'est bon? oui, Voilà, oui. merci. Ok, Ouais, là, c'est bon. je Ouais. vais recommencer alors. Oui, je disais, j'étais en train de vous dire un grand merci pour l'exposé, pour les différents points que vous avez soulevés, parce que généralement, quand on est dans le monde du travail, on a tendance à négliger certaines choses. Et là, c'est bien de faire un rappel pour vraiment nous appesantir dorénavant. Voilà. En fait, ma question, c'est un peu particulière. Est-ce que je voudrais savoir, en fait, si c'est plus nous, en tant que, on va dire, demandeurs de poste ou bien intéressés par un poste, est-ce que nous, par contre, on pourrait demander un entretien téléphonique, en fait, à un recruteur? Là, je m'explique mieux. Bon, imaginons un cas pratique. J'ai reçu un mail d'un RH et qui me disait que, bon, pas à cause des, je crois qu'ils avaient pas assez de budget pour le projet, que ce poste a dû être comme annulé. Non, il a dit annulé. Et il m'a envoyé en fait le message en disant que nous en excusons
Et moi, en fait, je n'étais même pas, je dis, je n'ai jamais eu d'entretien avec cette personne. Je ne savais même pas à quelle étape était ma candidature pour ce poste-là. Je voudrais en fait savoir comment ce serait perçu si par un recruteur, vous qui êtes des recruteurs, comment ce serait perçu si moi, moi par contre, je demande plutôt un entretien téléphonique. Voilà un peu ma question. Je vous en remercie. Intéressante. Si vous permettez, je vais... Alors, il arrive quelquefois que vous soyez sélectionné ou présélectionné et au cours de la procédure, qu'une décision du management tombe, qu'on gèle la position. Dans ce cas, le réflexe des équipes RH, c'est de communiquer avec toute la population qui a été présélectionnée. Vous avez certainement, je présume, il est possible que vous ayez reçu ce mail parce que vous étiez dans la shortlist, dans la première shortlist. Rien ne vous empêche, comme vous l'avez fait ou comme vous pensez le faire, de prendre contact avec l'équipe de recrutement et de leur demander un peu plus de détails. Quel est, par exemple, le budget qu'ils prévoyaient pour cette position? Euh, Ça peut être par simple curiosité ou tout simplement pour leur dire qu'éventuellement, pour cette position-là, vous êtes prêt et si ce budget vous convient, vous êtes prêt à prendre la position. Mais, je mettrai un gros mais, assurez-vous que vous ayez des informations sur le marché. Que vaut cette position? À quel niveau est cotée cette position sur le marché? Ils ont certainement des informations que vous n'avez pas concernant ce budget. Donc, il faut que vous y alliez avec des pincettes. Rien ne vous empêche de demander à avoir un peu plus de détails sur les raisons qui ont fait que la position ou le recrutement a été gelé. Lorsqu'il s'agit du budget, assurez-vous d'avoir vraiment une image très claire du marché. Est-ce que le budget qu'ils avaient prévu est très en dessous du marché après quelques interviews qu'ils ont pu faire ou tout simplement ils se rendent compte qu'ils ne seront pas en mesure de garder cette position de manière durable? Donc, c'est vraiment apprendre avec des pincettes. Yes. Avons-nous répondu à vos questions, docteur? Madame Claude? Oui, oui, merci beaucoup pour la réponse. Je voulais signaler, préciser que c'est le budget pour le projet, hein, c'était pas concernant l'expert qui devait s'en occuper. En fait, c'est ça. Ils ont dit, je ne me rappelle plus des termes techniques qu'ils ont employés, mais c'était vraiment du style, bon, le projet a été annulé, un truc comme ça. Ouais, c'est Bon, ça, je mais pourrais en fait, encore bien bon, dans le domaine de la santé ou dans le domaine, en fait, tous les domaines qui fonctionnent avec des financements de l'étranger. Il y a cette situation géopolitique, bon, peut-être pas inédite parce que c'est souvent quand les États-Unis sont là, mais les États-Unis se sont retirés de toutes les agences des systèmes des Nations Unies et ils ont fermé leur agence de développement. Donc, il se peut que le projet, c'était un projet qui était financé par USAID. Ben, si USAID ne donne pas l'argent, le projet s'arrête. Donc, c'est parce que beaucoup de... Bon, je ne connais pas les détails du projet, mais beaucoup de nos États, beaucoup de projets de santé, ben, si c'était un truc qui était financé par l'OMS, l'OMS n'a plus d'argent puisque le robinet de USAID a été coupé. Donc, il y a beaucoup de projets qui se sont arrêtés comme ça, en fait. Donc, il faut aussi, comment dire, comme je vous disais, quand vous êtes en recherche d'emploi, il faut aussi être alerte, se tenir informé de l'actualité de votre secteur. Et ça, le retrait des États-Unis, c'est un gros perturbateur. Dans tout ce qui touche la santé, tout ce qui touche l'humanitaire, et il faut tenir ça
en compte, hein. Il faut pas Mhm. vivre dans une bulle. Il faut rester informé de ce qui se passe sur le marché, en fait. Donc, c'est possible que c'était sur financement US. US a coupé l'argent, ben, il n'y a plus de projet, c'est tout. Voilà. Et puis maintenant, donc la ultime question. Le recruteur vous appelle, vous avez manqué l'appel du recruteur, mais quand vous le rappelez, l'appel ne passe pas. Que faire? Que faire? Que faire? Bon, euh, question difficile, que faire? Laissez-lui un message, tout simplement. Un message, laissez-lui un texto. Ça marche encore. Ok. C'est de la très, 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 très vieille école et ne vous fiez pas à mes quelques petits cheveux blancs. Je suis pas si vieux que ça. Mais bon, voilà, laissez-lui un texto et peut-être que si le temps lui permet, il vous rappellera. Une dernière petite astuce, vous pouvez très bien contacter ce professionnel par LinkedIn. Mais attention, il ne faut pas non plus que ça devienne intrusif. Oui. Voilà, faut pas harceler. Ne harcelez pas les recruteurs. Ne harcelez pas les recruteurs. Et les appels aussi, parce que ça arrivait à... Mhm. C'était le frère Emmanuel qui était en position de recrutement. N'appelez pas, c'est-à-dire appelez les recruteurs aux heures de bureau, quoi. N'appelez pas à 5 heures du matin ou 4 heures du Oui. matin, parce que vous venez Oui. de finir votre prière matinale, vous êtes chaud comme la braise, vous appelez le recruteur, voilà. Ou à 23 heures, bon bref, restez ça dans les horaires de bureau. Voilà. Alors, merci beaucoup à Serge et Camille pour tous les inputs qu'ils ont apportés aujourd'hui. Vous avez vu, le recrutement, c'est bon. Je parlais de la prière, c'est pas qu'une affaire de prier et jeûner, c'est aussi de la technique pour réussir les différentes étapes. Entretien téléphonique, entretien classique, tout ça là. Il y a aussi de la technique, ça demande aussi de la préparation et de la formation, c'est pas que de l'improvisation. Donc, ce Mhm. webinaire-là, on l'a organisé dans le cadre d'une formation qui s'appelle Métiers de destinée, où justement, ben, on prie en jeune et tout, OK, mais aussi on se forme sur les techniques de recherche d'emploi. Parce que derrière la recherche d'emploi, il y a de la technique. Là, on a eu 2 recruteurs. Ils vous ont dit qu'en fait, ils n'attendent pas le hasard, ils attendent des choses vraiment précises. Et si vous n'êtes pas dans ce précis que le recruteur attend, ben, vous allez rester au chômage pendant longtemps. Donc, à la suite de ce webinaire, pour toutes les personnes qui étaient inscrites, je vous allez recevoir, euh, déjà, vous allez recevoir, parce que ça, c'est Camille qui en a parlé, vous allez recevoir le lien d'une ressource gratuite que j'avais créée, qui est un tableau de bord de votre recherche d'emploi. C'est important d'avoir, donc c'est comme un fichier Excel, vous allez pouvoir rentrer, voilà, tel jour, j'ai postulé à tel endroit, j'avais envoyé tel CV, je dois les rappeler ou les relancer au bout de temps, donc vous allez recevoir le lien vers ce document-là. Je vais renvoyer le lien vers une formation qu'avait faite Camille pour justement toutes les étapes de la recherche d'emploi. C'est des petits modules vidéo où elle donne de précieux conseils en tant que recruteuse. Alors, bien sûr, il y a certains trucs, vous allez bon, elle est en Europe, il y a certains trucs, vous allez devoir même en Europe, même en Europe, il y a des différences. Elle est en France. Donc, mais il y a certains trucs que vous allez devoir adapter par rapport à la culture de votre pays, mais il n'empêche que les fondamentaux du recrutement restent les mêmes. Donc, je vais vous remettre cette ressource-là de Camille avec le replay, de la rencontre d'aujourd'hui. Et voilà, et c'est tout. Bref, c'est ça les bonus que vous allez avoir. Euh, avec le replay d'aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Alors, si vous êtes malin, Camille était là en mode sous-marin, mais Serge est là avec son vrai nom. Si vous êtes malin et intelligent, vous allez noter ce nom et vous allez le chercher sur LinkedIn. Si vous êtes malin et intelligent, vous allez noter Serge Séné. C'est facile. Et vous allez le chercher et l'ajouter sur LinkedIn. Sait-on jamais, on a parlé de bâtir son réseau. Tout ça là, ça fait partie de la recherche d'emploi. Voilà. Donc, excellent week-end à tout le monde. On se tient au courant pour le prochain atelier là sur les mots-clés. Et voilà. Bon week-end à tous. Merci Bon à Merci week-end. beaucoup. tous. Plaisir. Bon week-end à tous.